Gilles Tellier va prendre la parole en premier. Si vous voulez partager votre écran, je vais dans le même temps vous présenter. Sa communication porte sur les représentations de l'espace colonial et les appropriations territoriales dans l'industrie de la carte postale au début du XXe siècle. Gilles Tellier est professeur de civilisation britannique et du Commonwealth à l'université d'Aix-Marseille. Il a publié Les Afrikaners et la guerre anglo-boer de 1899 à 1902, Études des cultures populaires et des mentalités en présence en 2000. Plus récemment, Aux origines de l'apartheid, la racialisation de l'Afrique du Sud dans l'imaginaire colonial. Histoire de l'Afrique du Sud en 2019. Son laboratoire est le LERMA à l'université d'Aix-Marseille et il est membre de la Société d'études des pays du Commonwealth, ainsi que le groupe de recherche sur l'eugénisme et le racisme. Son champ d'études porte sur les représentations de la guerre et de la violence dans le monde britannique, en particulier l'époque victorienne et tout spécialement en Afrique du Sud. Il travaille en ce moment à un ouvrage en anglais, Carte postale et empire, dont la communication d'aujourd'hui est, je pense, un avant-goût. Nous te remercions chaleureusement de cette communication à distance et nous t'écoutons maintenant avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à Anne et à Magali pour effectivement leur persévérance d'avoir permis à ce colloque de se tenir. On aurait dû être en Normandie il y a un an. Et donc, je suis ravi de pouvoir être là, même si c'est virtuel. Donc, merci de me donner l'occasion de parler d'un sujet qui me touche depuis très, très longtemps, depuis que j'ai trouvé des cartes postales dans le grenier de mon arrière-grand-mère tout enfant. Et c'est une passion qui ne m'a jamais quitté. Heureusement, j'ai pu en tirer profit pour mon métier. Alors, le titre actuel, je me disais aussi que j'aurais pu parler d'esthétisation et d'appropriation de l'espace colonial, puisqu'il y a cet aspect esthétique qui est très, très fort dans ce colloque depuis ce matin. Et voilà, je vais essayer peut-être d'orienter les choses dans ce sens-là. Donc voilà, effectivement, il s'agit d'une réflexion qui me permet de faire avancer ma réflexion sur un ouvrage donc, qui, j'espère, verra le jour peut-être l'année prochaine, on verra bien. Mais donc, je vous prie de m'excuser, c'est bien work in progress, hein, c'est un travail en cours, donc il y aura sûrement des petites fautes et n'hésitez pas à me faire des retours, ça me sera très utile. Un des fils rouges qui va m'accompagner lors de cette présentation, c'est Jean Baudrillard et son système des objets. Je trouve que c'est très éclairant pour parler des cartes postales. Alors, de temps en temps, vous aurez des citations comme ça. Je ne vais pas les commenter, faute de temps, mais j'espère qu'ils pourront éclairer votre propre réflexion sur ce que je vais dire. Alors, je vais commencer par, on en a parlé ce matin de la collection, mais de tout le processus en fait de la mise en place de la carte postale, donc photographier, éditer, expédier et collectionner. Bon, cette diapo ne vous surprendra pas, c'était simplement pour vous rappeler à quel point la carte postale, ça a été dit ce matin, notamment par Marie-Ève, qu'il y avait beaucoup de cartes postales en production. Il en existe encore beaucoup et que donc, de ce point de vue, on a vraiment une source primaire très, très riche. Mais vous le savez, vous êtes déjà tous et toutes convaincus. Une citation que j'aime beaucoup d'une américaine, Naomi Score, qui, en parlant des cartes postales, disait, je vous laisse lire la citation en anglais, l'idée c'est que c'était vraiment un nouveau média et que c'était l'équivalent de plusieurs médias réunis, aussi bien audio, vidéo. On a parlé d'Instagram ce matin aussi, j'imagine qu'on peut aussi comparer la carte postale au texto moderne, en preuve une carte que j'avais lue où quelqu'un disait je viens de te voir cet après-midi. Voilà, donc, voilà, c'était vraiment de la communication très rapide. Ce qui est intéressant dans la carte postale, je trouve, c'est cette idée de fragment de réalité. Avec Sylvain Conrad, on a parlé à propos de la photographie directement. Donc là, parfois, je vais un petit peu mélanger les deux. Excusez-moi, mais photographie mène à carte postale pour moi, hein, c'est dans ce sens-là. Je vous laisse quelques secondes pour le lire plutôt que de le lire moi.
Voilà, donc c'est la notion de fragment de réalité qui me paraît intéressant puisque les personnes qui restent en métropole vont avoir un regard sur les colonies, sur l'Empire au travers de ce prisme. Et c'est un prisme, bien sûr, qui va déformer la réalité. Je suis tout à fait d'accord avec Marie-Christine Massé lorsqu'elle parle, elle aussi, des cartes postales qui sont donc elle explique que le photographe capte des petits bouts de pays qui deviennent des cartes postales et qui vont, par leur diffusion vers la métropole, forger une certaine idée de la colonie, comme l'avaient fait les tableaux orientalistes. C'est ce point qui me paraît intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a vu ce matin avec Kim qui nous parlait des musées, des tableaux. Je vais en parler justement et vous allez voir, l'heureuse coïncidence, c'est qu'il y a un tableau qu'elle a montré ce matin et que je vais montrer tout à l'heure. Il y a effectivement un lien évident entre la peinture orientaliste et les cartes postales qui sont des miniatures en fait de ces peintures orientalistes. On voit ici la même photo sur deux cartes postales, l'une peinte à la main, comme vous le savez, et l'autre qui ne l'est pas, mais on voit bien que l'esthétisation rappelle tout à fait les tableaux des peintres orientalistes. Quelques exemples aussi ici avec un éditeur anglais d'origine autrichienne, Raphaël Tuck, et qui a fait toute une série sur l'orientalisme. Et là, on voit bien à quel point cet orientalisme est omniprésent et fait partie même d'une série, la fameuse série des Hoylett. Il y en avait beaucoup de séries, et dans cette série, il y a les images orientalistes. Donc, je rappelle au passage, évidemment, avec Edouard Saïd, qui souligne que l'orientalisme est une invention occidentale. Alors, justement, pour revenir sur ce que Kim disait ce matin, voilà, l'Orient qui vient en Occident, par quel biais? Par celui des musées, entre autres. C'est un des biais d'entrée. Et on voit que le peintre va ensuite donc être exposé dans le musée et que la carte postale, c'était l'objet de l'intervention de Kim ce matin, le tableau est représenté en carte postale, et je ne sais pas si vous reconnaissez celui du musée du Luxembourg, Les Derniers Rebelles, c'est un tableau qu'elle a montré ce matin. Vous reconnaissez l'odalisque d'Ingres, et je vais en reparler dans quelques instants. Voilà deux types de tableaux qui mettent à travers les cartes postales l'orientalisme à la portée de tout un chacun, sachant que ces cartes postales allaient bien sûr, on l'a dit ce matin aussi, dans des albums, voire étaient épinglées, puisque vous avez sûrement toutes et tous rencontré des cartes postales avec des petits trous d'épingles. J'en suis convaincu, et en tout cas c'était mon cas. Et bon, voilà, vous connaissez le terme anglais de pin-up. La pin-up, c'est celle qu'on épingle sur le mur. Donc voilà, celle-ci ne l'était pas, mais j'en ai d'autres où il y a effectivement des femmes comme ça qui ont été épinglées, je dirais, sur des murs. Alors, on a parlé aussi ce matin, et c'était l'objet de l'exposition qui a eu lieu en 2019 à Arles, l'orientalisme avec le harem colonial de Malek Alula. Et on voit bien ce passage de l'image, du tableau, pardon, de la peinture. On retrouve Ingres à la carte postale, mais cette fois-ci, ce n'est pas une représentation du tableau, vous le voyez bien, c'est une scène vivante, c'est-à-dire que le tableau orientaliste a inspiré la mise en scène du photographe. On en a parlé ce matin, c'est l'éditeur Léon et Lévy, LL. Donc ici, ce n'est pas Geyser, mais bon, voilà, il n'était pas le seul Geyser. Je le prononce à l'alsacienne parce qu'il était alsacien, hein, Geyser. Bon, c'est mon choix. Et donc, voilà, on se retrouve avec ces éléments d'appropriation déjà, alors, non pas d'un espace ici, mais d'un imaginaire, hein, au travers des tableaux et via les cartes postales. Et donc, pour moi, ce qui est intéressant dans les cartes postales, mais ça, vous le savez, je ne fais que enfoncer des portes ouvertes, c'est ce jeu de séduction qui existe entre un photographe, puisque le photographe lui-même va prendre plusieurs photos et il va lui-même sélectionner les photos qu'il veut garder et qu'il veut vendre ensuite à un éditeur. Et cet éditeur, évidemment, va sélectionner les photos qu'il va acheter, les négatifs qu'il va acheter. Il va les proposer sous forme de carte postale avec une légende. Donc là aussi, il se l'approprie et il en fait quelque chose qui lui est personnel. Ensuite, il y a cette carte postale est mise en vente, un acheteur qui va faire un choix. Parmi tous les choix, on le voit, ce monsieur devant le stand va avoir le choix des cartes postales qu'il va acheter, donc il fait lui-même un choix. Et soit c'est pour le garder lui-même parce qu'il peut être collectionneur, soit c'est parce qu'il va l'expédier. Et donc, il y a un quatrième acteur
dans ce phénomène social de la carte postale, qui est le destinataire, qui peut être un collectionneur ou pas, mais qui va de manière peut-être pas systématique, mais très souvent conserver les cartes postales, soit dans des tiroirs, dans des boîtes ou dans des albums. Et c'est comme cela qu'une très grande quantité de cartes postales sont arrivées jusqu'à nous. Et donc, pourquoi un phénomène de séduction? Mais parce que chaque fois, la personne qui est au centre, le photographe, l'éditeur, l'acheteur et peut-être un petit peu le destinataire quand il va exposer ses cartes postales à ses visiteurs, chacun va vouloir séduire quelqu'un, le photographe va vouloir séduire l'éditeur pour lui vendre sa production, bien entendu. Donc, c'est ce jeu subtil social qui me paraît intéressant, mais on en a déjà bien parlé. Alors, c'est un deuxième chapitre pour voir et montrer le monde, donc les étapes de la colonisation au travers de la carte postale. Je m'appuie ici sur Roland Barthes, que vous connaissez bien, avec son article de Photoshop dans Mythologie. Là aussi, je vous laisse le lire plutôt que de vous le lire à haute voix et vous endormir, donc je vous laisse quelques secondes. Donc, à travers cette citation, il s'agit de montrer que, effectivement, le photographe dans un premier temps et l'éditeur dans un deuxième temps ont un pouvoir énorme puisque ce sont eux qui vont conditionner le regard de la personne. Et ce que Roland Barthes dit à propos du photographe, je l'extrapole à l'éditeur et il dit bien qu'il ne peut pas être acteur en tant que spectateur puisque tout a été programmé pour lui. Je pense qu'on pourrait peut-être discuter la fin et voir comment un spectateur peut aussi faire entrer son imaginaire. Mais bon, en l'état, cette citation me convient bien dans la mesure où, effectivement, moi qui travaille sur la propagande des empires britanniques et français, on a effectivement un élément d'appréciation très fort par rapport à la carte postale comme outil de propagande. Alors, l'espace et le temps, c'est un élément intéressant, me semble-t-il. On en a parlé un petit peu ce matin. Marie-Ève a évoqué les négatifs, la manière dont ils étaient colorés, etc. Le temps me paraît intéressant également, puisque on voit ici la photo originale qui est donc conservée aux États-Unis, à New York, et qui est prise dans les années 1880 par un photographe, et qui ensuite a été transformée en carte postale au début du XXe siècle. Donc, il a pu se passer une trentaine d'années entre le moment où le cliché a été pris et au moment où il est diffusé. Il est évident que dans ce laps de temps, les choses n'ont pas énormément changé, mais néanmoins, on peut imaginer qu'il s'agit quand même d'un tournant et que cette case Zoulou en Afrique du Sud, qui est construite par des Zoulous, a pu évoluer dans sa conception, dans la manière de faire, etc. Donc, c'est pour ça que l'espace et le temps me paraît intéressant. En tout cas, on a une appropriation ici au niveau de l'espace, puisque, bien sûr, la photo reste et demeure, même si après, même la colorisation peut devenir un instrument supplémentaire, puisque les Zoulous sont vêtus de rouge, ce qui est, à mon avis, peu probable, mais c'est le côté esthétique qui est mis en place par l'éditeur. Alors, un espace à parcourir, c'est Annie-Hélène Dufour, dont je vais vous reparler, je vous verrai la citation dans quelques secondes, qui m'intéresse aussi dans la mesure où s'approprier l'espace colonial, c'est aussi pouvoir circuler. Et non seulement circuler, et donc on va montrer la manière dont on circule dans les empires. Ici, c'est essentiellement des missionnaires, ne soyez pas étonnés. Mais c'est le même principe que ce soit à pied, en moto, en vélo, en barque, en camion, etc. L'idée que pour s'approprier un espace, il faut aussi se déplacer. Donc ici, l'appropriation, c'est l'appropriation des âmes des convertis que les missionnaires veulent faire. Mais néanmoins, on est quand même dans le cadre colonial, bien entendu, avec le fameux mot de Clémenceau, la collusion entre le sabre et le goupillon. Les cartes postales vont évidemment montrer la notion de modernité, c'est-à-dire l'idée de civilisation qui est apportée. Et l'on voit bien à travers ces cartes postales que le sujet central, c'est l'objet moderne, que ce soit le bateau à vapeur ou le train, et que ces cartes postales sont en quantité vraiment importante, avec des précisions, qui est à bord, etc., qui fait ce voyage, ou pourquoi, et comment on fait, et jusqu'où on va. Donc l'appropriation de l'espace va passer à travers ces éléments de modernité technique,
puisque la personne qui reste en métropole s'imagine très bien être dans une contrée sauvage et partir en train comme ça pour découvrir des terra incognita. On voit ici que l'esthétisation est poussée assez loin avec le canal de Suez, notamment quand le passé rencontre le présent, puisque vous constatez que, comme par hasard, le bateau moderne qui est en train de traverser le canal de Suez, qui est un bateau transitoire, puisque vous voyez qu'il est à voile et à vapeur, est accompagné d'une felouque qui donc va à la fois symboliser cet Orient imaginé, mais bien réel ici, puisque la felouque, elles existent toujours, bien entendu, mais qui est en contrepoint, en quelque sorte, de ce bateau qui, lui, avance tranquillement, majestueusement, sans fumer, vous le remarquerez aussi, comme si le bateau était à l'arrêt. Mais voilà, il y a une esthétisation aussi, une mise. Il faut que la carte postale dise tout en un seul regard, vous le savez, donc je ne vais pas insister sur cet aspect, mais c'est un des points qui me paraît intéressant à examiner. Donc, faire circuler l'image dans un espace domestiqué, c'est ce que les Européens vont vouloir montrer au-delà de l'aspect ethnique, bien sûr, puisque là, ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui, où on peut avoir des scènes typiques, notamment avec la fameuse série en Algérie qui s'appelle Scène et type, où on va vouloir faire un travail d'ethnologue et montrer les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient autrefois. Ici, je mets en avant uniquement les éléments qui montrent cette modernité. Donc, s'approprier l'espace, là aussi, j'ai deux citations de Annie-Hélène Dufour, dont je vous parlais à l'instant, sur la notion de domestiquer l'espace. Donc, je vous laisse lire cette première citation et j'enchaînerai avec la seconde tout de suite, si vous voulez bien. Donc, ce qui m'intéresse dans le travail de Annie-Hélène Dufour, c'est cette notion de s'approprier un espace, mais pas uniquement physiquement en l'occupant en tant que colon, mais aussi à travers le symbolique. Et donc, il me semble que là, on est dans le bon cadre, c'est-à-dire que la carte postale est une manière de s'approprier un espace que l'on possède en tant que colonisateur, mais que l'on va posséder aussi en tant que photographe, en tant que personne qui achète la carte postale. Certaines de ces cartes postales, vous le voyez tout de suite, en bas à droite, l'homme fait la conquête de la forêt vierge. Hein, c'est la légende de la carte postale avec vérification sur l'image elle-même. À gauche, Congo français, Iribou français, la brousse civilisée. Et tout en haut, même un commentaire qui a été ajouté par quelqu'un à propos d'habitation des planteurs indigènes. Ce sont déjà des civilisés qui ont de belles maisons comme celle illustrée ci-dessous. Donc voilà, l'idée de civilisation et d'apporter la civilisation au peuple autochtone est omniprésente. Donc on va ordonner un espace sauvage, vous voyez tous ces exemples qui vous le montrent. Les grands travaux de la civilisation, hein, aménager et dompter la nature sauvage, c'est la contrôler. Donc, on voit bien, hein, y compris là, simplement, vous voyez la carte postale qui montre une voie de chemin de fer. Il n'y a aucun personnage, il n'y a rien. On le situe avec la légende, mais voilà, l'objet, c'est de voir qu'il y a une ligne de chemin de fer. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce type de carte postale aurait beaucoup de succès, mais voilà, c'est une carte qui a voyagé et qui donc a pu être un élément illustrateur de l'Empire. Pax Romana, Pax Gallica et Pax Anglicana, c'est pour montrer que les empires avaient besoin de voies pour pouvoir déplacer des troupes. Les Romains l'avaient déjà compris, puisqu'un travail de Romain, c'est un travail où l'on fait des voies. Et donc ici, les cartes postales l'illustrent bien. On voit bien que toutes ces voies sont l'œuvre de la, entre guillemets, civilisation européenne. Évidemment, les colonies sont présentées comme des terres d'abondance et donc on s'approprie les richesses que l'on va pouvoir expédier vers la métropole, bien entendu. C'est quelque chose de classique, donc je ne m'étends pas. Une petite anecdote avec cette dernière carte postale qui me plaît beaucoup, celle-ci,
au centre où l'on voit des jeunes cueilleuses sri-lankaises, enfin, Ceylan à l'époque, et Mrs. Davidson, une Anglaise qui n'a retenu visiblement de son voyage au Sri Lanka, outre le fait qu'elle dit que c'est un paradis, mais qu'il y a beaucoup d'usines Lipton un peu partout. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir ce retour sur ce qu'elle a perçu de son voyage. Un autre point qui me paraît aussi fructueux pour cette notion de représentation et d'appropriation du territoire, c'est la notion de cartes postales qui sont reproduites, de cartes géographiques, excusez-moi, qui sont reproduites sur des cartes postales. Et donc là aussi, on a deux citations intéressantes d'un collectif, voilà pourquoi il y a plusieurs personnes. Je vous laisse lire les citations. L'idée qui me paraît intéressante ici, c'est qu'il s'agit d'une construction sociale et culturelle. Donc la carte géographique en soi déjà est un objet d'étude, on le sait puisque cela se fait très souvent. Par contre, le fait d'avoir une carte géographique sur une carte postale, c'est un élément supplémentaire qui, à mon avis, est un terrain fructueux sur lequel je passerai aujourd'hui, bien sûr, puisque nous n'avons pas assez de temps. Mais voilà, vous voyez un peu quelques exemples. Cartographier, c'est s'approprier un lieu, etc. Donc, on a ces éléments à la fois de connaissance et d'appropriation. Occuper l'espace. Je cite aussi Suzanne Sontag qui, l'idée, je vais peut-être la résumer pour pas vous faire trop perdre de temps, mais photographier, c'est s'approprier l'objet photographié. Donc voilà, l'idée que le photographe s'approprie ce qu'il voit est au cœur aussi de ma réflexion. On le voit ici à travers les monuments. Le professeur John Mackenzie, qui est un grand spécialiste de l'Empire britannique, que j'ai interviewé pour mon ouvrage, dit bien que pour lui, il a été assez marqué par l'ensemble des monuments que l'on trouve dans l'Empire britannique, en Inde, en Australie, au Canada, etc. Donc, il a sorti ce livre il y a quelques semaines à peine, quelques mois, pour montrer à quel point il y avait une sorte de compétition entre la métropole et les colonies autour de la construction de monuments et de bâtiments. Et de ce point de vue, il y a un terrain assez fructueux à développer. Donc, de manière métonymique, l'espace restreint devient un espace symbolique et métonymique, c'est l'espace colonial. Et donc, on voit que la carte postale, par exemple, sur ces trois cartes postales sur le côté où l'on voit le drapeau français, symboliquement, le drapeau français est représentatif de tout un territoire, finalement, qui appartiennent aux colonies. Là aussi, c'est un espace fragmenté. On voit que la cérémonie du drapeau, mais elle est révélatrice, en quelque sorte, de cette notion d'appropriation. Les monuments, c'est aussi quelque chose d'important. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, puisqu'il y a beaucoup de destruction de monuments, justement, parce que le monument est là pour représenter une appropriation. Le monument est en pierre et il est là pour noter une histoire. Et cette histoire, quand on veut l'effacer, eh bien, on détruit les monuments. Donc, vous avez entendu parler de tous les événements récents à ce sujet. Et donc, la carte postale, en quelque sorte, commémore la commémoration. Elle est là pour montrer qu'effectivement, on possède un territoire puisqu'on y a des monuments. La carte postale est événementielle aussi, vous le savez. Donc ici, une campagne au Maroc avec des choses intéressantes comme par exemple en haut, quelqu'un qui a collé une image, une photo en plus, et la photo est un petit peu défraîchie sur la carte postale, mais on voit qu'il y a aussi un ajout, on en avait parlé ce matin aussi, un ajout de texte et d'images en plus de l'image, donc l'image en quelque sorte superposée. Et les guerres aussi sont l'occasion de faire de la propagande, puisque la carte postale va acter le fait que des soldats, voilà, par exemple, sont en territoire allemand en Afrique
Et donc, ces territoires ont été pris aux Allemands, et la preuve en est la carte postale. Pour la guerre anglo-boer, hein, on dit boer parce que c'est un mot néerlandais, plutôt que Boer en français, qui est une erreur de prononciation. Donc, en Afrique du Sud, là aussi, par exemple, la dernière en bas, la prise de la capitale Pretoria par les troupes britanniques est la garantie de cette appropriation. Et je termine très rapidement parce que ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous très bien, qui est la notion de texte et image dans l'espace et le temps, avec toujours Jean Baudrillard, donc, qui met l'emphase dans cette citation sur le projet derrière la possession d'un objet, et que ce projet est lié aux relations humaines. Et donc, évidemment, cette citation vient bien illustrer le fait que, par exemple, ici, nous avons Titine. Titine, c'est cette dame, voilà, c'est comme ça qu'elle signe derrière. Donc, après, là, c'est signé B, donc je ne sais pas quel est le lien entre B et Titine. Toujours est-il qu'elle s'est fait prendre en photo devant les pyramides, qu'elle écrit à son amie Maria, et qu'elle aurait aimé que celle-ci soit avec elle pour pouvoir s'amuser avec elle, tout en étant très près du désert. Donc, on voit aussi l'intérêt de l'attrait de l'Égypte, c'est l'attrait du désert. Un dernier exemple avec cette carte postale qui date de 1901 d'Oran. Voici un coin de la place de l'hôtel de ville qui a bien changé. Monsieur, votre père ne le reconnaîtra peut-être plus. Oran est devenue une belle et grande ville. Il y a 30 ans, il n'y avait que raisins et broussailles. Aujourd'hui, les tramways circulent sur un boulevard splendide, tout change, cordiales salutations. On voit bien entendu ici que l'espace et le temps ont un effet important puisque la civilisation, hein, le tramway est arrivé, etc., a pu faire progresser cette splendide colonie française. Donc, pour conclure, je vous dirais, pour reprendre la citation de Marie-Christine Massé de tout à l'heure, que, j'aime bien cette expression, les cartes postales sont une manipulation esthétique. J'aime bien ce terme pour montrer qu'effectivement, il y a de l'idéologie derrière, bien entendu, qu'il y a une mise en scène de l'espace colonial et de ses habitants qui servent de faire valoir aux Occidentaux, et que l'espace est fragmenté, on l'a vu. C'est vecteur d'une idéologie et de représentation biaisée, et ce sont des instantanés qui restent dans les albums et perpétuent une image à la fois idéalisée et atrophiée d'une réalité artificielle. Et je conclus avec une citation de Jean Baudrillard, Mon fil rouge, que je vous laisse découvrir en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup.